Le lit était vide, la couverture rejetée, mais celle qui dormait là quelques heures plus tôt n'était plus dans l'appartement. 26 décembre 1996, environ 6 heures du matin, Boulder, Colorado. Patsy Ramsey descend au rez-de-chaussée et découvre 3 feuilles manuscrites sur les marches de l'escalier. Une note de 2 pages et demie exigeant 118 000 $, l'interdiction d'appeler la police et la menace de conséquences irréversibles. Patsy finit de lire et se précipita à l'étage. John Benet avait disparu de sa chambre en pleine nuit. Et pourtant, la veille au soir, rien ne laissait présager quoi que ce soit. La famille était rentrée d'un dîner de Noël chez leurs amis Fleet et Priscilla White, qui recevaient les Ramsey chaque année. À l'époque, John Ramsey dirigeait Access Graphics, un important distributeur informatique lié à Lockheed Martin. Et cette année-là, le chiffre d'affaires avait franchi pour la première fois le cap du milliard de dollars. Patsy, ancienne Miss Virginie occidentale, est candidate au concours Miss America. Quant à John Benet, du haut de ses 6 ans, elle avait déjà remporté plusieurs concours de beauté, dont celui de Little Miss Colorado, photogénique, habituée aux caméras et aux projecteurs. Patsy composa le 911. Et à partir de cet instant, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Les agents effectuèrent une inspection sommaire de la maison et ne bouclèrent qu'une seule pièce, la chambre de John Benet. Car à ce stade, ils croyaient à un enlèvement et laissèrent tout le reste ouvert. Des amis, des proches, le pasteur de la famille circulait déjà librement dans la maison, touchant les surfaces, déplaçant des objets, et la scène criminalistique se détériorait en temps réel. Un agent descendit au sous-sol, atteignit une porte fermée de l'intérieur par un loquet en bois, s'arrêta et fit demi-tour. La logique était simple, si quelqu'un était sorti par cette porte, il n'aurait pas pu refermer le loquet de l'autre côté. Comme on le découvrirait plus tard, John Benet se trouvait juste derrière. La note promettait un appel des ravisseurs avant 10 heures du matin. L'appel ne vint jamais. L'inspectrice Linda Arndt se retrouva alors seule sur les lieux. Vers 13 heures, elle demanda à John Ramsey et à son ami Fleet White de parcourir la maison pour vérifier si quelque chose leur semblait inhabituel. John commença par le sous-sol, ouvrit cette fameuse porte, et quelques secondes plus tard, un cri retentit d'en bas. Il remonta avec sa fille dans les bras, du ruban adhésif sur le visage, un garrot artisanal autour du cou, une corde au poignet. Il retira le ruban, la porta à l'étage et la déposa sur le sol du salon. Chacun de ces gestes était irréversible. L'expertise médico-légale établirait par la suite que le décès résultait d'une asphyxie combinée à un grave traumatisme crânien. Et ce que tout le monde avait cherché toute la matinée se trouvait à 30 mètres de l'endroit où la police s'entretenait avec la famille. Dès lors, la question centrale, restée sans réponse pendant 12 ans, devint celle-ci. Si tout s'était passé à l'intérieur de la maison, pourquoi y avait-il une demande de rançon ? Dans le dossier, cette note occuperait une place à part, non pas pour son contenu, mais pour la manière dont elle avait été rédigée. Mais d'abord, le texte lui-même. L'auteur se présentait au nom d'une petite faction étrangère et signait « Victoire », SBTC. La note était longue, par moments théâtrale, truffée de références à des répliques de films populaires. Selon les analystes du FBI, sa rédaction aurait nécessité au moins 21 minutes, le tout dans une maison qui n'était pas la sienne, de nuit, alors que la famille dormait à l'étage. La note et un brouillon avaient été écrits avec le même feutre, un Sharpie provenant de la cuisine des Ramsey. Le papier venait du bloc-notes de Patsy, lui aussi trouvé sur place. Dans le bloc, un brouillon subsistait, le mot « monsieur » et le début d'un trait vertical ressemblant à la lettre -bas, côte-bas, 3-bas. Quelqu'un avait commencé, s'était arrêté, puis avait tout réécrit. Les seules empreintes retrouvées sur la note et le stylo appartenaient à Patsy et aux agents qui les avaient manipulées par la suite. Et c'est ici qu'apparaît ce qui deviendrait décisif pour l'enquête. Les vrais ravisseurs n'écrivent pas de notes sur place. Ils les apportent. Ils ne laissent pas la victime à l'intérieur de la maison. Et ils n'exigent pas un montant correspondant exactement à la prime annuelle du propriétaire. 118 000 $, précisément ce que John Ramsey avait perçu cette année-là. Ce chiffre n'avait jamais figuré dans aucune publication. La seule façon de le connaître était de connaître la famille personnellement. Les graphologues analysèrent les échantillons d'écriture de toutes les personnes ayant eu accès à la maison.
Plus de 70 furent écartés. John fut entièrement exclu. Mais une personne ne fut jamais mise hors de cause. La fracture du crâne, 22 cm de long, de la région occipitale à la région frontale, semblait être la cause évidente. Mais l'examen du 27 décembre révéla autre chose. Le décès résultait d'une asphyxie, un garrot artisanal fabriqué à partir d'un cordon en nylon, serré autour du cou de John Benet et fixé à un manche en bois. Ce manche s'avéra être un fragment de pinceau d'artiste. L'extrémité à poil fut retrouvée au sous-sol, dans une boîte contenant les peintures de Patsy Ramsey. Le tiers inférieur, supposément utilisé lors de l'agression, ne fut jamais retrouvé, malgré plusieurs jours de fouilles. La construction du garrot exigeait un savoir-faire. Le cordon était noué d'un nœud spécifique, caractéristique de quelqu'un ayant l'habitude des cordages, bien que le nœud en lui-même ne prouvait rien. L'expertise releva également des signes d'agression sexuelle, sans traces exploitables. Des fragments de bois provenant du pinceau furent découverts lors de l'examen. Mais il y avait un autre détail, qui ne parut pas déterminant à l'époque. Dans l'estomac de John Benet, les enquêteurs trouvèrent des restes d'ananas. Les morceaux étaient gros, au bord net, à peine touchés par la digestion, consommés peu avant l'incident, après le retour du dîner chez les White. Un saladier d'ananas avec une cuillère se trouvait sur le plan de travail de la cuisine. Ni John ni Patsy ne se souvenaient que quelqu'un l'y ait laissé ou ait donné ce fruit à leur fille. La question de savoir qui avait nourri John Benet cette nuit-là deviendrait l'une des plus cruciales de l'affaire, et la réponse serait liée à son frère aîné. Jusque-là, l'enquête n'avait pas de direction précise, mais la police de Boulder trancha rapidement. Les statistiques montraient que dans 12 cas sur 13, lorsqu'une victime est retrouvée décédée à l'intérieur d'un domicile, le responsable appartient au cercle proche. Aucune trace d'effraction. La note avait été rédigée avec des matériaux trouvés dans la maison. Aucun inconnu n'aurait pu connaître le montant de la prime de John par hasard. Tout pointait vers l'intérieur. Mais les premiers interrogatoires formels n'eurent lieu que 4 mois plus tard. En avril 1997, lorsque la famille avait déjà engagé des avocats avec des conditions strictes, interrogatoires séparés, présence des défenseurs, droit de consultation des dépositions. Pour la police, c'était une tentative de synchroniser les versions. Pour le public, c'était quasiment un aveu de culpabilité. L'inspecteur Steve Thomas, chargé de mener l'enquête, élabora une théorie précise. Patsy aurait frappé sa fille cette nuit-là, peut-être à cause d'un lit mouillé. Un paquet de couches avait été trouvé dans la chambre. Un pullover rouge froissé gisait au sol, alors que Patsy affirmait avoir couché John Benet avec ce vêtement. Or, l'enfant fut retrouvé en t-shirt blanc. Comme on l'apprendrait plus tard, avant cette affaire, Thomas travaillait à la brigade des stupéfiants et n'avait jamais conduit d'enquête de ce type. Pour pousser la famille à parler, les enquêteurs commencèrent à divulguer des éléments du dossier à la presse. Une tempête médiatique s'ensuivit, photographies de John Benet, accusations contre la mère et le sentiment croissant que chaque refus de témoigner ne faisait que confirmer la culpabilité. Mais une personne regardait dans une autre direction et voyait ce que les autres avaient manqué. Plus tard, dans un journal vidéo, Lou Smith reconnaîtrait avoir été convaincu que les parents étaient impliqués et avoir même plaisanté avec sa fille en disant que si quelqu'un s'était introduit dans la maison, ce devait être le Père Noël par la cheminée. En mars 1997, le procureur de district Alex Hunter l'engagea comme expert indépendant, un inspecteur à la retraite du comté d'El Paso, avec plus d'affaires résolues que quiconque, chacune conclue par une condamnation. L'hypothèse était que Smith confirmerait la thèse de la police et mettrait un point final. Mais plus il plongeait dans les pièces du dossier, plus il distinguait clairement ce que les autres avaient ignoré. La fenêtre du sous-sol, celle que John Ramsey avait un jour brisée pour entrer chez lui, était ouverte à l'arrivée de la patrouille. Une valise se trouvait en dessous, comme si elle avait servi de marchepied. Sur le mur, une empreinte de chaussure, identifiée plus tard comme une botte de marque E-Tech, qui ne correspondait à aucun membre de la famille, aucun agent, aucun technicien de la police scientifique. Sur la porte de la cave à vin, une empreinte de paume non identifiée n'appartenant à aucun des Ramsey. Dans la chambre d'amis au 2e étage, une corde dans un sac en papier, et la famille déclara que cet objet ne leur appartenait pas. Smith élargit ses recherches. Dans les mois précédant cette nuit-là, le quartier avait connu une série de cambriolages, et dans un rayon de 3 kilomètres autour de la maison,
38 délinquants sexuels enregistrés résidaient. La théorie d'un intrus n'était pas un fantasme, elle reposait sur des éléments tangibles et physiques. Et parmi ceux qui vivaient à proximité, un individu suscitait une inquiétude particulière, un homme à 2 pâtés de maison des Ramsay. Sur le saladier d'ananas, les enquêteurs relevèrent les empreintes digitales de Burke, le frère aîné de John Benet, âgé de 9 ans à l'époque. La police et le parquet déclarèrent officiellement à 2 reprises, en 1999 et en 2016, qu'il n'avait jamais été considéré comme suspect et que la loi du Colorado ne permettait de toute façon pas de l'inculper. Mais en septembre 2016, CBS diffusa le documentaire The Case of John Benet Ramsey, dans lequel un groupe d'experts, anciens agents du FBI, criminologues, profileurs, construisirent une théorie selon laquelle le frère l'aurait prétendument frappé, possiblement avec une lampe torche à cause de l'ananas, et les parents auraient ensuite mis en scène l'enlèvement. Le premier épisode attira plus de 10 millions de téléspectateurs. Burke intenta un procès de 750 millions de dollars et en janvier 2019, les parties parvinrent à un accord amiable dont les termes ne furent jamais révélés. Ainsi, tandis que les théories impliquant la famille s'effondraient les unes après les autres, un homme avait déjà écrit une lettre depuis sa cellule, et elle contenait quelque chose qu'aucun Ramsay n'aurait pu savoir. En octobre 1997, le fichier de la police comptait plus de 1600 noms et Lou Smith vérifiait méthodiquement chaque personne ayant un jour mis les pieds dans la maison, connaissant la disposition des pièces ou ayant accès à des informations sur la famille. 2 individus se distinguaient particulièrement. Le premier, Bill McReynolds, professeur de journalisme à la retraite de l'Université du Colorado, qui avait incarné le Père Noël lors des fêtes de Noël des Ramsay 3 années de suite. Quelques jours avant cette nuit-là, John Benet lui avait offert un flacon de paillettes dorées. Il raconterait plus tard aux journalistes qu'il l'avait emporté avec lui lors de son opération cardiaque, comme porte-bonheur. Son épouse, Janet, présentait sa propre particularité. Elle avait écrit une pièce de théâtre dont l'intrigue portait sur une agression commise contre une jeune fille dans le sous-sol de sa propre maison. Les 2 fournirent des échantillons. L'ADN ne correspondait pas. Et comme des sources policières le confirmèrent par la suite, les McReynolds ne furent jamais sérieusement envisagés. La seconde, Linda Hoffman-Puge, la femme de ménage de la famille, qui possédait une clé de la maison et une connaissance complète de l'agencement, y compris du sous-sol. Peu avant Noël, elle avait demandé à Patsy 2 500 $ pour son loyer. Et chez elle, les enquêteurs trouvèrent du ruban adhésif de la même marque que celui retrouvé sur le visage de John Benet. Mais l'ADN prélevé sur les lieux appartenait à un homme. Hoffman-Pugue, par définition, ne pouvait pas en être la source. Les 2 pistes s'évanouirent, mais l'ampleur même de la liste démontrait l'essentiel. Des dizaines de personnes avaient accès à la maison et à des informations sur la famille, et loin de toutes avaient été vérifiées en profondeur. 11 mois après cette nuit-là, un événement surviendrait à quelques rues de la maison des Ramsay, un événement que John n'oublierait jamais. 9 mois après cette nuit-là, le 14 septembre 1997, une agression eut lieu à 3 km de la maison des Ramsay et les parallèles étaient trop frappants pour être ignorés. La victime fréquentait le studio de danse Dance Fest, le même où John Benet prenait des cours. Dans les pièces du dossier, elle apparaît sous le pseudonyme Amy. Ce soir-là, son père était en déplacement. Amy et sa mère étaient rentrées du cinéma sans savoir que quelqu'un se trouvait déjà à l'intérieur de la maison. Un homme en noir avait attendu qu'elle s'endorme, était entré dans sa chambre et, selon son témoignage, connaissait son prénom. La mère entendit du bruit, se précipita dans la chambre et aperçut un inconnu penché au-dessus du lit. Il s'enfuit par la fenêtre. Les blessures de la fillette étaient graves. Le père vit immédiatement les similitudes. Une intrusion nocturne, un inconnu dans la maison, le même quartier de Boulder, le même studio de danse. Il engagea un détective privé, Pete Peterson, qui découvrit 19 cambriolages et effractions dans les environs en l'espace de 2 mois. Et près de la maison d'Amy, on retrouva des paquets de Camel Blues, la même marque que ceux trouvés dans la ruelle derrière chez les Ramsay. La police effectua une comparaison et annonça que les empreintes des 2 scènes ne correspondaient pas. Aucun lien établi. L'affaire reste non résolue.
Comme John Ramsey le dira lui-même, en 2025, après la sortie du documentaire Netflix, il existe de sérieux indices qu'un lien est possible, mais la police a rejeté cette piste dès le départ. Et en 1998, un grand jury allait se réunir pour décider si des charges seraient retenues contre les parents, et son verdict deviendrait l'une des décisions les plus controversées de l'histoire de la justice américaine. À Boulder, un grand jury fut constitué. 8 femmes et 4 hommes. Pendant 30 mois, ils étudièrent le dossier, inspectèrent la maison de la 15e rue, entendirent le témoignage de Burke, alors âgé de 12 ans, et interrogèrent les demi-frères et demi-sœurs de John Benet. Parmi les experts qui témoignèrent figuraient le spécialiste de l'ADN Barry Scheck et le criminologue Henry Lee. Le procureur Alex Hunter se présenta devant la presse et déclara « Les preuves étaient insuffisantes pour porter des accusations et l'affaire était classée ». Pendant 14 ans, cela fut tenu pour vrai. En janvier 2013, le journaliste Charlie Brennan du Boulder Daily Camera publia un article qui renversa la donne. Le jury avait voté en faveur de l'inculpation et les 2 parents étaient mis en cause pour avoir créé les conditions ayant conduit au décès et pour avoir aidé une personne non identifiée. Hunter avait unilatéralement refusé de signer. Il estimait ne pas pouvoir prouver la culpabilité au-delà du doute raisonnable, et la loi du Colorado lui en donnait le droit. Bien que la communauté juridique qualifierait par la suite cette décision de, pour le moins, peu orthodoxe, le délai de prescription pour ces chefs d'accusation expira en 2002, et Patsy, à ce moment-là, n'était déjà plus. Elle avait succombé à un cancer en 2006. À ce stade, l'enquête était fracturée de manière irréparable. Steve Thomas démissionna en 1998, accusant le parquet de sabotage. Lou Smith partit le même mois, mais pour la raison inverse. Dans sa lettre au procureur figurait une phrase qui serait citée pendant des années, « Cote 4 ». 2 enquêteurs quittèrent la même affaire au même moment, l'un parce qu'il estimait que les coupables restaient impunis, l'autre parce qu'il estimait que des innocents étaient persécutés. Puis vint une nouvelle qui, pendant quelques jours, bouleversa l'affaire de fond en comble. Le 24 juin 2006, Patsy Ramsey s'éteignit. Le cancer des ovaires, contre lequel elle se battait depuis plus de 10 ans, était revenu, et elle ne vécut pas assez longtemps pour voir sa famille lavée de tout soupçon. 2 mois plus tard, le 17 août, à Bangkok, les autorités interpellèrent John Mark Carr, un Américain de 41 ans, ancien enseignant qui travaillait alors en Thaïlande, en fuite après des poursuites en Californie pour détention de matériel interdit. Carr affirma être impliqué dans ce qui était arrivé à John Benet et l'avait raconté pendant plusieurs années à un journaliste avec lequel il entretenait une correspondance depuis 2002. Selon sa version, il était auprès d'elle cette nuit-là, lui avait administré des substances et tout s'était terminé par ce qu'il qualifiait d'accident. La nouvelle se répandit instantanément. Pendant quelques jours, on crut l'affaire enfin résolue, mais dès que les vérifications commencèrent, la version s'effondra. Son aveu ne contenait aucun détail que seule une personne présente dans la maison aurait pu connaître. L'expertise ne décela aucune substance dans l'organisme de John Benet. Des témoins placèrent Carr en Alabama au moment des faits, et son ADN ne correspondait pas. Le 26 août, le parquet annonça qu'aucune charge ne serait retenue. Carr n'était pas impliqué. Il était obsédé. Un homme qui avait passé des années à collecter des documents publics, à construire un fantasme, et qui avait fini par y croire lui-même. Pour John Ramsey, ce fut un coup supplémentaire. Le système montrait une fois de plus qu'il ne se rapprochait pas d'une réponse, et la seule avancée en 10 ans s'avérait être le délire d'un inconnu. Mais 2 ans plus tard, quelque chose de réel allait émerger. Non pas un aveu, mais une preuve. Et elle changerait officiellement l'histoire des Ramsey. En 2003, les experts en criminalistique parvinrent enfin à extraire un profil ADN complet à partir d'un échantillon mixte trouvé sur les sous-vêtements de John Benet, un profil masculin ne correspondant à aucun membre de la famille ni à aucune des 1,5 million d'entrées de la base fédérale CODIS. Le même matériel génétique fut retrouvé sous les ongles de John Benet. Selon toute vraisemblance, elle s'était défendue. Pendant 5 ans, ces données restèrent inexploitées, jusqu'à ce que la nouvelle procureure de district, Mary Lassie, applique une technologie qui n'existait tout simplement pas en 1996, l'analyse ADN dite Quad 5,
portant sur des cellules cutanées microscopiques. Des prélèvements furent effectués sur la ceinture du pantalon de John Benet, aux endroits où un agresseur aurait pu saisir le vêtement en le retirant ou en l'ajustant. Le résultat correspondait au profil masculin inconnu retrouvé sur les sous-vêtements. Le 9 juillet 2008, Lassie adressa à John Ramsey une lettre officielle et publique. John, Patsy et Burke étaient formellement et totalement exclus de la liste des suspects, avec des excuses de la part du parquet. Il avait fallu 12 ans pour prononcer ces mots, mais la décision suscita la polémique. L'ancien chef de la police de Boulder, Mark Beckner, déclara que disculper quiconque sur la base de traces microscopiques, susceptibles de se retrouver sur des vêtements lors de la fabrication ou par contact fortuit, n'était pas justifié. D'autres experts rétorquèrent. Le même profil présent en plusieurs endroits, sur les sous-vêtements, sous les ongles, ne pouvait être le fruit du hasard. Ce profil ADN existe, il est dans la base de données, mais la personne à qui il appartient n'a jamais été identifiée. Et c'est cette même question, qui est-il, que pose un homme dont la lettre refait surface depuis la prison en 2019, contenant un aveu, mais avec un problème majeur. Gary Oliva n'est pas entré dans le radar des enquêteurs par l'initiative de la police. Il fut dénoncé par un ami d'enfance. Le 27 décembre 1996, le lendemain de la découverte, Michael Vale appela la ligne d'information de la police de Boulder et rapporta que la veille au soir, Oliva l'avait appelé en pleurant et avait dit qu'il avait fait du mal à une petite fille. Vale donna le nom et le numéro. Personne ne le rappela. 3 mois plus tard, il appela de nouveau et fut redirigé vers un répondeur. Oliva vivait à 13 maisons de la famille Ramsey, un délinquant sexuel enregistré avec un historique documenté, une habitude de s'introduire dans les domiciles d'autrui, une tentative d'étranglement de sa propre mère avec un cordon téléphonique et une fascination connue pour les nœuds et les cordes. En 2000, il fut interpellé sur un campus universitaire. Sur lui, un appareil à décharge électrique, une photographie de John Benet et un poème intitulé « Ode à John Benet ». En 2016, nouvelle arrestation. Sur son téléphone, près de 700 images montrant des sévices sur des mineurs, plus de 300 photographies liées à John Benet, y compris des clichés issus de l'expertise médico-légale. Il fut condamné à 10 ans pour détention de matériel interdit. Depuis la prison, Oliva se mit à écrire à Vaille. Et en 2019, l'une de ses lettres contenait un aveu direct. Il écrivait qu'il n'avait jamais tenu à quelqu'un comme à John Benet, qu'il l'avait laissé lui échapper, qu'il l'avait regardé s'éteindre et qualifiait ce qui s'était passé d'accident. Vile se rendit à la police. La réponse fut brève. Il connaissait Oliva, avait enquêté sur son implication, y compris sur plusieurs aveux antérieurs. Comme on l'apprendrait par la suite, l'élément décisif était que l'ADN d'Oliva ne correspondait pas au profil masculin inconnu retrouvé sur les vêtements de John Benet. Vile estime toujours que la police accorde trop d'importance à un échantillon qui aurait pu être contaminé dès le premier jour. La police maintient sa position. Sans correspondance, il n'y a pas d'affaire. Oliva fut libéré par anticipation et en novembre de la même année, il cessa de se présenter à son agent de probation et disparut. En décembre 2024, un documentaire sortirait sur Netflix et la police de Boulder réagirait comme elle ne l'avait pas fait depuis près de 30 ans. Le 25 novembre 2024, Netflix diffusa un film en 3 épisodes, Cold Case, qui a mis fin à la vie de John Benet Ramsey. Et pour la première fois depuis longtemps, John Ramsey raconta sa version en détail devant les caméras. Le film ne désigna aucun coupable, mais il fit autre chose. Il montra de manière systématique comment la police de Boulder avait compromis l'enquête dès les premières heures, les premiers mois et les premières années. La réaction fut immédiate. Le bilan annuel de l'affaire, habituellement publié en décembre, parut 1 mois en avance. Le chef de la police, Steve Redfern, enregistra une allocution de 6 minutes dans laquelle il reconnut les erreurs de 1996, tout en ajoutant « Revenir à ce jour-là est impossible. L'objectif désormais est unique. Trouver le responsable. » Et pour la première fois, la police communiqua l'ampleur de l'affaire en chiffres. Plus de 21 000 signalements, plus de 1000 interrogatoires dans 19 États, plus de 200 échantillons d'ADN, 1500 pièces à conviction.
auquel s'ajoutait une collaboration avec le FBI, le Bureau d'enquête du Colorado et plusieurs laboratoires indépendants. John Ramsey voit les choses autrement. Selon lui, plusieurs pièces essentielles, la valise du sous-sol, la couverture, la corde de la chambre d'amis, n'ont toujours pas fait l'objet d'une analyse ADN approfondie. Et une partie des indices envoyés au laboratoire dans les années 90 furent renvoyés sans avoir été testés. Personne n'a jamais expliqué pourquoi. Il déposa une pétition auprès du gouverneur du Colorado pour demander que l'analyse soit confiée à une agence indépendante. Son fils, John Andrew, confirma en septembre 2025 que des éléments provenant du sous-sol n'avaient toujours pas fait l'objet d'expertise criminalistique. Mais après une réunion d'une demi-heure avec Redfern, il déclara « Le processus est lent, mais il avance ». Une réponse officielle à la question de l'identité du responsable n'existe toujours pas. Mais si l'on rassemble tout ce que l'enquête a accumulé en 28 ans, ce qui émerge n'est pas un nom, mais un portrait. C'est ainsi que se termine la note. Et en 28 ans, les enquêteurs n'ont jamais établi la signification de ce sigle. Les hypothèses furent nombreuses. Une référence religieuse. Quote 9. Une base navale aux Philippines où John Ramsey avait autrefois servi. Quote 10. Et John lui-même proposa sa propre interprétation que l'on pourrait traduire par « essaie de m'attraper ». Aucune n'a été confirmée. La signature reste aussi opaque qu'au premier jour. La note en dit plus long sur son auteur qu'il ne l'aurait voulu. Le texte commence de manière formelle. « Monsieur Ramsey ». Vers la fin, l'auteur passe au prénom, 3 fois de suite. Quote 13. Les analystes remarquèrent immédiatement « c'est trop personnel pour un inconnu ». Celui qui a écrit se sentait en terrain familier avec John. La note est rédigée comme un message émanant d'un groupe. Code 14, code 15. Mais l'enquête, comme les experts du FBI, s'accordèrent sur un point. Elle avait été écrite par une seule personne et le pluriel servait de camouflage. On y relève des fautes d'orthographe délibérées que les linguistes interprétèrent comme une tentative de dissimuler le niveau d'éducation. Certaines formulations furent identifiées comme des citations des films d'action Speed et l'inspecteur Harry. L'auteur avait construit la note comme un scénario, sans tout à fait y parvenir. Tantôt, le ton passe du professionnel au menaçant, du formel au familier, et dans les passages qui évoquent ça le pire, les points d'exclamation disparaissent, comme si l'auteur ne parvenait pas à crier sur ce qui s'était déjà produit, et c'est précisément ce détail qui conduisit les experts à conclure que la note avait été rédigée après que John Benet avait déjà perdu la vie. Ce n'était pas une demande de rançon, c'était une mise en scène. Le document d'une personne qui n'avait jamais rien écrit de tel auparavant et tentait de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Cette personne est probablement en vie et a presque certainement suivi chaque rebondissement de l'affaire pendant ces 28 années. Une maison de près de 500 mètres carrés, 15 pièces réparties sur 4 niveaux, un sous-sol comportant plusieurs espaces à l'agencement peu intuitif, et aucun des agents intervenus n'avait d'expérience avec des affaires de ce type. Boulder, une ville universitaire d'un peu plus de 100 000 habitants, où les crimes graves étaient l'exception, non la règle. Linda Arndt, arrivée vers 8 heures ce matin-là, déclarerait plus tard en interview qu'elle s'était sentie totalement seule sur une scène qui exigeait une équipe de dizaines de spécialistes. Le département refusa l'aide du FBI et du Bureau d'enquête du Colorado. À partir de ce moment, une chose devint claire. Ce n'est pas l'histoire de personnes malveillantes, c'est l'histoire d'un système qui n'avait pas été conçu pour ce qui lui est arrivé. Et celui qui a fait cela savait probablement d'avance cette vulnérabilité. Quelque part vit un homme qui a laissé son ADN sur les vêtements de John Benet, un seul profil masculin qui n'a correspondu à aucun des 200 échantillons analysés. S'il était adulte en 96, il a aujourd'hui au moins 50 ans. Il a peut-être une famille, et l'un de ses proches a probablement déjà soumis un échantillon de salive à une base de données ADN commerciale. C'est exactement ainsi qu'en 2018 fut identifié Joseph DeAngelo, dit le tueur du Golden State. 44 ans en liberté, un ancien policier, retrouvé non pas directement, mais par le biais d'un parent éloigné ayant téléchargé son profil sur une base ouverte. La généalogie génétique remonta l'arbre familial jusqu'à un seul homme. Depuis, cette technologie a permis de résoudre des dizaines d'affaires à travers le pays.
La police de Boulder a confirmé en décembre 2024 qu'elle travaillait avec des experts et des partenaires. Et en décembre 2025, une nouvelle mise à jour fut publiée, de nouveaux entretiens, un réexamen des preuves, mais toujours aucune information concrète. Ceci Moore, spécialiste de premier plan en généalogie génétique chez Parabon Nanolabs, dont le travail a contribué à résoudre des dizaines d'affaires similaires, a déclaré sans détour « Même avec l'échantillon le plus infime, elle est prête à travailler ». Quelque part dans ce pays, un homme portant ce profil se réveille chaque matin. Il sait presque certainement que l'affaire est toujours ouverte. Il a presque certainement vu le documentaire. Il sait que la technologie se rapproche. Et il sait ce que personne d'autre ne sait. Ce qui s'est passé dans le sous-sol de la maison de la 15e rue dans la nuit du 26 décembre 1996. Mais la question la plus difficile de cette affaire n'est pas de savoir si on le retrouvera. C'est tout autre chose. Il savait où les pinceaux étaient rangés au sous-sol. Il a déposé la note exactement là où Patsy passait chaque matin. Il avait presque tout calculé, mais il y avait une chose qu'il ne pouvait pas anticiper. En 1996, la technologie d'analyse ADN ne fonctionnait qu'avec des échantillons de grande taille, et ce qu'il a laissé sur les vêtements de John Benet était microscopique, invisible à l'œil nu. En 2008, cela fut confirmé une deuxième fois. Et aujourd'hui, à l'ère de la généalogie génétique, ce profil pourrait mener à un nom. John Ramsey continue de donner des interviews et parle de cette personne non pas comme d'une abstraction, mais comme d'un homme précis, ayant laissé son ADN en plusieurs endroits. Et la note qu'il a écrite cette nuit-là a depuis longtemps cessé d'être une pièce à conviction au sens classique. Elle est devenue son autoportrait. Il a laissé derrière lui bien plus qu'il ne le pensait. Et tout ce qu'il a laissé attend. La question n'est pas qui, la question est quand. Merci d'avoir regardé. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.